Bonsoir à tous. À la une de ce journal, une question taraude l'esprit des Camerounais. Comment faire plaisir à la famille et aux enfants sans avoir les revenus conséquents pour célébrer le réveillon de Noël? À une semaine de ces événements de la fin de l'année 2020, ils sont nombreux des Camerounais qui n'ont pas les moyens suffisants pour s'offrir un sapin de Noël et préparer les fêtes de fin d'année. Vous les écouterez dans ce journal. Et dans le contexte de crise sanitaire et de crise anglophone, comment le chef du gouvernement a désamorcé des tensions sociales et intercommunautaires dans le sud-ouest. Vous l'écouterez en ouverture de ce journal. Et nous ferons le point sur une campagne de lutte contre la cybercriminalité lancée par le gouvernement à Douala. Le ministre des Postes et Télécommunications a allé sensibiliser la communauté éducative, mais les experts estiment que c'est insuffisant, il faut aller bien plus loin. Vous les écouterez au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, cette descente du Premier ministre dans le sud-ouest. Joseph Dion Ngouté a désamorcé des conflits intercommunautaires nés au lendemain du décès et du kidnapping d'un chef traditionnel. Certains ont pointé du doigt le propre frère venant du nord-ouest. Le Premier ministre a dénoncé de telles dérives et appelé à un front uni contre les groupes armés séparatistes. Le point avec Derrick Gator et Jean-Paul Chouniat. En marge de sa dernière visite des infrastructures sportives, devant abriter une poule du CHAN 2021 dans le sud-ouest, le Premier ministre Joseph Dion Ngouté arrive en messager de la paix pour consoler les chefs traditionnels du sud-ouest et calmer leur colère après l'assassinat de leur homologue, Sa Majesté Iko Mengale, chef du deuxième degré du village d'Ibanda à Maïl-Fortine, dans l'arrondissement de Buea. L'arrivée en toute urgence ici du chef du gouvernement fait suite à une vendetta qui se préparait contre les ressortissants du nord-ouest. Sa Majesté Eko Ewome de Boissa Village, les accusant d'être tous originaires de la même région que les bourreaux du défunt chef assassiné dimanche dernier. Porteur d'un message de condoléances du président de la République Paul Biya, le chef du gouvernement camerounais demande au chef du Sud-Ouest de rester unis contre l'ennemi commun et éviter de stigmatiser des citoyens selon leurs origines dans un contexte de paix précaire. For general mobilization against evil. However, we should do so as one person. We should do so without giving into the divisive tendency stating that criminals come from one or the other area. Et au bout de plusieurs heures d'échange, le Premier ministre Joseph Dion Ngouté réussit à désamorcer la chasse à l'homme qui était en cours contre les fils et filles du Nord-Ouest. Le chef va-t-en-guerre, Sa Majesté Eko Ewome, prend l'engagement d'abandonner son projet funeste pour préserver la paix et la cohésion sociale dans le Sud-Ouest. I'm not going to hurt anybody I'm not above the law. We'll just have to tell them that we too can stop them. Thanks very much. Il y a 2 mois, un autre chef traditionnel était massacré dans des circonstances similaires dans le sud-ouest, une des 2 régions anglophones en proie à une crise sécuritaire aggravée par des exactions répétitives des bandes armées dans toute cette partie du pays. L'affaire Ngarbou, elle a été ajournée au 21 janvier 2021 pour que les partis responsables du fait d'autrui, notamment le ministère de la Défense, se voient signifier une citation à comparaître devant le tribunal militaire. Il en est ainsi de la question de la présentation de la liste des témoins à la Cour et de toutes les parties prenantes. Le renvoi de l'audience est aussi dû au fait que la justice souhaite que tous les accusés comparaissent lors de la prochaine audience. Seul
Seuls 3 d'entre eux étaient présents dans le box des accusés. On rappelle, une intervention des forces de sécurité avait viré en une tragédie en Garbour, dans le nord-ouest. Le gouvernement avait reconnu une bavure militaire. Après le décès de plusieurs enfants et des femmes, des soldats épinglés ont été traduits devant la justice militaire. Plus de 15 mois après la disparition du journaliste Samuel Ouazizi, Reporters sans frontières et l'organisation ACAT France exhortent la présidence de la République du Cameroun à rendre public le rapport d'enquête et ses conclusions. Dans un communiqué, Reporters sans frontières affirme que les résultats de l'enquête menée par la sécurité militaire ont été transmis au chef de l'État depuis octobre 2020. Dans le classement mondial de la liberté de la presse, le Cameroun figure à la 134e place sur 180 pays, selon Reporters sans frontières. Samuel Ouazizi avait été arrêté en août 2019, torturé. Il est décédé depuis plus d'1 an. L'information avait été révélée en exclusivité sur Equinox Télévision. Je vous le disais en titre, des Camerounais n'ont pas vraiment le cœur à la fête, et pour cause. Les poches sont vides, ils font face à l'insuffisance des revenus pour faire plaisir à la famille et aux enfants à une semaine du réveillon de Noël. C'est une triste réalité vécue dans le Mungo, dans les espaces marchands. Les clients se font rares aux grandes dames des commerçants. D'aucuns souhaitent que l'année 2020 se termine le plus vite au regard des difficultés rencontrées durant l'année, difficultés d'ordre financier liées au contexte sanitaire et l'impact économique de la crise anglophone. D'autres précisions avec Jacques Molon et Julienne Berthe-Bissaille. Comme à l'approche des fêtes de fin d'année, de nombreux parents ne savent pas où mettre la tête avec les préparatifs de la Noël et Nouvel An. Et comme toujours, le manque d'argent pour offrir jouets, vêtements et festins à leurs enfants. Mais ouais, cette année-ci là, vraiment c'est très dur. Il n'y a pas l'argent dehors. Très dur, tellement difficile même. Alors si là, je suis au marché encore pour acheter les jeux, alors que l'année passée, j'avais même déjà donné à l'école. Oh, ce n'est pas facile, parce que sur le marché, tout est devenu vraiment cher. Tu viens au marché, mais avec 3 000, tu n'arrives même pas à faire le marché. Même ce que nous cultivons, même dans la ville de Loum. Les doigts de banane qu'on vend maintenant, c'est tellement cher par rapport à avant. Avant, c'était 10 doigts à 100. Aujourd'hui, c'est 11 doigts à 200. Le coût de vie est devenu trop dur que nous, on ne peut même pas nous supporter. Donc, c'est le maintien. Avec tout ce qui se passe maintenant dehors, là, nous, on endosse ça. Tu viens au marché, tu te rends compte que le riz qu'on nous vendait les boîtes à 100 francs, on va à 350. Ici à Loum, leurs activités tournent au ralenti depuis le déclenchement de la pandémie de Covid-19. Depuis le matin, je n'ai pas, même une cliente, je n'ai pas. Or, avant, les moments-ci, il y avait l'influence. Les femmes se coiffaient. Cette année, il n'y a pas l'influence. Ou c'est Covid-19, franchement, je veux que 2020, c'est pas même vite. À l'heure, c'est avant à 9h comme ça que j'avais même déjà tout fini jusqu'à balayer la place. Mais maintenant, même à 14h, 15h, j'ai toujours les condiments. Le marché est tellement dur que moi-même, je ne comprends plus. Et j'ai diminué la quantité de la marchandise jusqu'à maintenant. Je prends même que la moitié de ce que je vendais avant. Face à cette conjoncture, certains commerçants n'ont pu renouveler le stock de leurs marchandises. Il y a les gens qui ont retiré les habits de l'année passée qui vendent. Ils sont en train de vendre maintenant. Ils n'ont pas parti au marché de Douala cette année-ci parce qu'il y avait les habits de l'autre année. Et là, j'avais tombé dans le choc à cause j'avais prêté l'argent et je n'arrivais pas à rembourser. À moins d'une semaine de la commémoration de la naissance du Christ, tout est encore timide dans les marchés de Loum. Les parents cherchant encore voies et moyens pour se procurer un peu d'argent. Malgré cette conjoncture, des commerçants croisent les doigts, notamment ceux qui proposent des accessoires indispensables pour la décoration de la maison à une semaine du réveillon de Noël. Quels sont les accessoires les plus sollicités? Quels sont les prix pratiqués dans les espaces marchands concernant le sapin de Noël et les différents articles de décoration? Suivez nos guides Warren Zede et Kediara.
À l'approche des fêtes de Noël, c'est la grande ambiance dans les points improvisés de vente de sapins et d'accessoires de décoration. Au lieu dit Chinatown à Aqua, de petits commerçants se sont amassés à l'entrée des boutiques et magasins de commerçants chinois en vue de proposer des décorations, objets de toutes les convoitises. La couleur rouge pour eux c'est la couleur la plus appropriée et on ne peut donc pas décorer un sapin rien qu'à rouge. On va prendre du rouge, on prend du blanc pour casser avec, ou on prend du rouge, on prend des couleurs grises pour casser le rouge, que le sapin ne soit pas seulement rouge. Les commerçants proposent de nombreuses variétés de sapins qui vont des plus garnis aux moins garnis, mais également des sapins colorés ou à deux tons. Pour ce qui est des prix, ils varient effectivement en fonction de la taille et de la forme du sapin désiré. Les petits là, nous les faisons à 4 000 francs. Ça dépend du prix d'achat. Quand je suis 4 000, ça veut dire que je reprends à 3 500 francs, je vends à 4 000 francs. Nous avons les moyens sapins pour cette variété que nous prenons à 6 500 francs. Je le vends à 7 000 francs, je gagne 500 francs. Nous avons les grands sapins ici, nous prenons à 15 500 francs. Je vends ici 17 000, 18 000. Place dans le marché, les commerçants ont eu l'ingénieuse idée de décorer des sapins et de les vendre pour des familles qui n'ont malheureusement pas le temps de s'appliquer à cette tâche. Pour un sapin comme celui que vous venez de voir, vous devez débourser un peu plus de 20 000 francs CFA pour avoir la décoration la plus simple possible. Un sapin, une étoile de Noël et des boules. Maintenant, pour les familles qui ont la possibilité de décorer leur sapin elles-mêmes, vous pourrez vous rendre sur le marché pour décider du choix des couleurs, du choix de la forme de boule de décoration, mais surtout du choix de vos guirlandes et de la qualité de sapin dont vous avez besoin pour illuminer votre maison pour le bonheur de vos enfants. Et la décoration du sapin, ça va avec le thème que la personne veut. Nous avons des boules en or, nous avons des boules rouges, nous avons des boules vertes, nous avons des boules grises et des boules multicolores. Ça dépend là de ce que le client veut. Noël de cette année, c'est de belles innovations. On sort notamment des boules qu'on a connues les années antérieures pour se plonger dans des boules aux belles couleurs. Vous avez par exemple ces boules qui vous rappellent l'esprit de Noël. C'est des boules dans lesquelles vous verrez comme des flocons de neige accompagnés de petits sapins. Des boules qui, pour le lot de 3, vous coûteront essentiellement 1500 francs CFA. Et c'est pareil pour des boules qui sont emballées de petites toiles colorées qui ajouteront une petite touche tendance à votre sapin de Noël et qui elles aussi vous coûteront la somme de 1500 francs CFA. Maintenant, pour vous qui êtes fan de strass, de paillettes, il y a également les boules qui sont colorées, des boules or, des boules argent, dont le paquet de 16 boules vous reviendra sur le marché à 3500 francs CFA. En dehors des boules, il y a des guirlandes colorées, vendues 500 francs la guirlande ou 1000 francs le lot de 3. La clientèle a aussi le choix entre les guirlandes lumineuses simples et les guirlandes musicales nécessaires pour plonger la maison dans le cadre festif de l'esprit de Noël. Des décorations qui valent leur pesant d'or et qui devront être soigneusement remballées puis rangées après les fêtes pour réduire les dépenses de l'année prochaine. Les cybercriminels ont fait perdre le sommeil au gouvernement devant l'ampleur des attaques perpétrées à la fois dans les systèmes informatiques des banques au Cameroun et celle de l'administration publique. Le gouvernement vient de lancer une campagne de sensibilisation de la jeunesse camerounaise sur la cybersécurité et l'utilisation responsable des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Une campagne qui intervient dans un contexte où il y a une prolifération des fake news sur les réseaux sociaux. Cela est-il suffisant pour faire face à la lutte à la cybercriminalité et lutter contre les fausses informations diffusées sur les réseaux sociaux? Élément de réponse avec Donald Brice Camgan et Cédric Chouna. Devant plus de 1000 étudiants de l'université de Douala, la ministre des Postes et Télécommunications décrit les ravages des réseaux sociaux et autres technologies de l'information et de la communication. Des dégâts criminels Libom Liliken recense en statistiques plus de 6 milliards de pertes financières liées aux fraudes bancaires au Cameroun en 2019, 20 050 spams ayant entraîné environ 5 milliards de pertes, plus de 11 000 irrégularités recensées sur les sites web des administrations publiques, plus de 33 000 cas d'usurpation d'identité en 2018. Pour la mine Postel, il faut plus que jamais se mobiliser contre la cybercriminalité. Le contexte qui prévaut actuellement au Cameroun est en effet marqué par la montée en puissance de la cybercriminalité, incitation à la révolte contre les institutions de l'État, information erronée, images montées de toutes pièces pour désinformer,
choqué, semer la psychose au sein de l'opinion et jeter du discrédit sur le pays. Ces images sont diffusées en boucle à travers les réseaux sociaux. L'une des cibles privilégiées du gouvernement dans la campagne nationale en cours, les écoliers, élèves et étudiants, eux qui sont désormais les plus connectés, Facebook, WhatsApp, Twitter, souvent sans en maîtriser les risques, ou très peu. J'essaie de sécuriser mes données, soit par un mot de passe, des schémas, des trucs, de garder mes trucs confidentiels et de ne pas trop publier sur Internet, quoi. Moi, quand je surfe, c'est juste pour mes études, en fait. Je cadre essentiellement mon travail sur le savoir que j'aimerais acquérir et tout. À travers cet ambassadeur, dont l'artiste Sandy Vianney, les pouvoirs publics veulent mobiliser la fibre émotionnelle de personnalités de divers secteurs pour porter le message de l'utilisation responsable des nouvelles technologies auprès des jeunes et moins jeunes. Reste que le Cameroun cherche encore à se caper suffisamment pour faire face aux hackers, spammers et autres types de cybercriminels dont les méthodes se sophistiquent chaque jour un peu plus. Les armes actuelles du gouvernement, la sensibilisation à la fois des entreprises, des administrations et de la société tout court pour une coalition nationale contre la cybercriminalité, dit-on au Minpostel. Située à 78 km de Mbalmayo, la commune de Ngomedzap est un vivier agricole dont le potentiel est encore sous-exploité. À l'occasion du forum agropastoral, des agriculteurs ont posé des doléances. Ils revendiquent un véritable accompagnement des pouvoirs publics afin de booster leur production agricole. Explication avec Joël Essengue et Aïk Cyril. À l'esplanade de la mairie de Ngomedzap, dans le département d'Union et Sceaux, des artisans exposent leur savoir-faire. Ici, par exemple, la fabrication d'une brique de terre. Je fais aussi la briqueterie. La brique, ça c'est pour l'habitat social. C'est pour les couches les plus défavorisées. Il y a les artisans, il y a aussi les agriculteurs. Nous faisons dans le manioc les boutures et les tubercules. 25 à 30 cm comme vous voyez les boutures. Oui, de 3 nœuds à 5 nœuds. Donc tu sèmes les petits là. Ce sont ces petits là qui te donnent à partir de 1 kg de manioc en montant. Là où ça produit souvent les sols. À la place des fêtes de Ngomedzap, les éleveurs ne sont pas en reste. Ils exposent notamment un porc de 450 kg. C'est juste l'aliment, la nutrition, ça dépend aussi de ce qu'ils lui consomment. Et bien d'autres animaux. Nous avons là les poissons, nous avons des taupes, des rats palmistes, de la volaille, poulet de chair, nous avons des poulets géants hybrides Brahma et aussi nous avons des oies, des canards, nous avons aussi des dindons. Mais l'ingéniosité à elle seule, des artisans, agriculteurs, éleveurs de Ngomedzap, ne saurait suffire à booster la production agro-pastorale. Ces derniers tendent la main au pouvoir public. Le problème, c'est l'abattage qui nous dépasse. Passons des friches bien en groupe, mais pour abattre, c'est un problème. Deuxièmement, pour la transformation, vous-même vous voyez le bâton. Pour faire 1000 bâtons, parce qu'on transforme archaïquement, on pile avec le mortier et le pilon. Donc, deuxième chose qu'on demande au gouvernement, les machines moulins à écraser pour faire les bâtons de manioc, pour faire le couscous, pour faire le gari. Ce que nous demandons au gouvernement, c'est de nous appuyer. Nous appuyer au niveau des formations, on veut des formations pour mieux travailler. Nous attendons vraiment beaucoup d'encouragement financier, technique et aussi beaucoup de formations pour des jeunes de nos localités. En réponse à ces doléances, le gouvernement prêche l'autodétermination ou le développement participatif. L'État seul ne peut tout faire. Le développement communautaire et participatif est notre cheval de bataille. Il est fondamental que les populations s'impliquent elles-mêmes pour leur progrès. Le paysan est certes pauvre en apparence, mais il est assis sur des richesses inexploitées. Assis sur cette terre fertile. En présidant le lancement officiel du Forum agropastoral de Ngomedzap, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Élite Ducoin, invite les populations à saisir les opportunités que leur offrent les pouvoirs publics afin de jouir des produits de la terre.
Devant l'ampleur de la controverse autour de la sélection de l'entreprise chargée de la construction et l'exploitation de 14 postes de péage routier, le ministère des Travaux publics est sur le grill. Sur le choix des axes routiers, il invoque le critère de forte fréquentation et la contribution à hauteur de 75% aux recettes issues du péage routier. Mais le ministère des Travaux publics reste évasif sur les clauses du contrat de partenariat public et privé signé entre les prestataires et le gouvernement camerounais. D'autres détails avec Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. À peine la première pierre de construction du poste de péage automatique de Bankomo a-t-elle été posée que la polémique a commencé à enfler, notamment sur les réseaux sociaux. Certains ne comprennent pas que l'on mobilise jusqu'à 34 milliards. Si l'entreprise propose ce prix-là dans un contexte de concurrence, ça veut dire que c'est le prix minimum pour lui, parce qu'on avait plusieurs concurrents, d'autres avaient des prix plus élevés que celui-là. Ceux-là n'ont pas été retenus et nos propres études que nous avons menées longtemps avant ont conduit à des coûts de réalisation qui étaient également proches de ceux-là. Au ministère des Travaux publics, l'on pense que c'est un jeu qui vaut la chandelle. Au cours des 20 dernières années, les recettes sont restées stagnantes. Quand le trafic augmente, quand l'activité économique croît. Or, avec l'automatisation, les recettes seront indexées à l'activité économique. Les études qui ont été réalisées montrent qu'il y a quand même un taux de déperdition des recettes qui est assez élevé, qui pourrait tourner autour de 50%. On s'attend à ce que dès la mise en service des premiers postes, que les recettes augmentent substantiellement. Elles pourraient même doubler. Des critiques parmi les plus acerbes ont également porté sur le choix des régions de l'Ouest et du Centre, qui s'en tirent avec 9 postes de péage sur les 14 à construire. Le choix a été basé sur la fréquentation des postes. On a choisi les 14 postes qui généraient environ 75% des recettes de péage en général. Donc c'est les postes par lesquels transite le maximum de trafic routier aujourd'hui. La répartition géographique de ces postes est apparue tout seul. Ce n'est pas qu'au départ on a choisi et c'est arrivé que ces postes-là se retrouvent chacun là où il se trouve. Cet échange avec la presse était aussi l'occasion de repréciser la spécificité des marchés exécutés en mode de partenariat public-privé, comme c'est le cas avec le projet de construction de 14 postes de péage automatique. Ici, nous avons un opérateur, un partenaire privé qui apporte tout le financement du projet et qui conçoit le projet, qui l'exécute, qui l'exploite et qui fait l'entretien. Deuxième chose, c'est que le partenaire sera rémunéré sur la base de sa performance en matière de recouvrement des recettes et qualité du service. Estimé à environ 6 milliards, le gouvernement croit dur comme fer qu'avec les postes de péage automatique, les recettes issues du péage routier iront en s'améliorant. C'est-à-dire que chaque année, elles augmentent d'une petite proportion qui est en même temps sensiblement égale à l'augmentation de l'activité économique, à savoir le taux de croissance, donc autour de 4 à 5%. On pourrait passer de 12 milliards de la première année et se retrouver à 50 milliards, un peu plus de 50 milliards au terme de 20 années d'exploitation. En clair, selon le MINTP, l'investissement d'aujourd'hui augure de lendemain meilleur. En bref, à présent, sevrés d'énergie électrique durant une semaine, les habitants du quartier 2B de Mbanga se sont mobilisés pour crier leur colère. Ils ont déploré d'importants dégâts causés par cette situation. Leur mobilisation a amené le sous-préfet de Mbanga à frapper du poing sur la table des populations qui ont dénoncé d'importants dégâts matériels causés par l'absence d'énergie électrique durant près d'une semaine. Et l'entreprise en charge de l'électricité a réagi et l'énergie électrique est de retour selon nos dernières informations. Pour une gouvernance plus transparente en Afrique centrale, les experts comptables de la CEMAC font leur propre introspection. Réunis à Douala, c'est la communauté de ces spécialistes de l'évaluation des comptes passe en revue l'état de leur profession et analyse les enjeux de l'expertise comptable dans l'amélioration du climat des affaires au Cameroun. Innocent Abega et Donald Brice Kamgan. Ils ont pour mission de donner leurs avis sur la tenue des comptes des entreprises, des administrations publiques et des particuliers. Pour l'activité économique, le rôle des experts comptables est capital et un facteur d'attractivité pour les bailleurs de fonds. Un pays où il y a les comptables, la Banque mondiale s'apprête à donner de l'argent.
Parce qu'il est sûr qu'on va évaluer sur l'argent qu'il a donné. C'est l'enjeu de ça. Et l'ordre du Cameroun, je n'aurai jamais de cesse de vous dire que c'est un ordre qui est le premier ordre d'Afrique francophone, membre de l'IFAC. L'IFAC, la Fédération internationale des experts comptables. Au niveau de la CEMAC, c'est le Conseil supérieur de l'Ordre national des experts comptables de la CEMAC qui coiffe la corporation, une instance qui se voit dotée de ces tout nouveaux statuts et règlements intérieurs. Il devrait ouvrir la voie à un arrimage des activités des ordres nationaux au principe de la profession dans la sous-région. Nous appliquons les normes. C'est ça qui fait la fierté de l'investisseur par rapport à la signature que nous donnons. Donc ça nous ouvre un espace qu'on modifie les statuts qui nous bloquaient et de venir modifier les lois nationales. Et en modifiant les lois nationales, on va intégrer ces nouvelles dispositions. Après l'adoption de ces statuts et règlements intérieurs, il a attendu du Conseil supérieur des ordres de la CEMAC l'élaboration des normes supranationales de référence afin d'harmoniser la pratique de la profession d'expert comptable en zone CEMAC. Le Conseil supérieur des ordres de la CEMAC doit mettre sur place des instruments pour pouvoir contrôler les ordres, pour pouvoir s'assurer que les ordres des experts comptables émettent des opinions par rapport à la réglementation, par rapport aux tests qu'ils ont rédigés, par rapport à l'ensemble de tout ce qu'ils peuvent posséder comme outils pour pouvoir améliorer les comptes. Avec 300 membres en son sein, l'Ordre des experts comptables du Cameroun est membre de l'IFAC, l'un des rares en Afrique francophone, bien que des difficultés de trésorerie ne le positionnent pas à la hauteur de ses ambitions. Dans l'escale internationale, le Nigeria ouvre ses frontières avec le Cameroun, le Bénin et le Niger. Après plus d'1 an et demi de fermeture, les autorités avaient pris ces mesures pour lutter contre la contrebande. Des restrictions sont imposées cependant pour certains produits. En Éthiopie, face au conflit dans la région du Tigré, l'Union européenne suspend temporairement son aide budgétaire accordée à ce pays afin de mettre la pression sur le gouvernement éthiopien pour qu'il trouve une solution pacifique et politique à ce conflit qui dure depuis plusieurs mois et qui a fait déjà plusieurs morts et des milliers de déplacés et de réfugiés. La mouture internationale est signée Nadine Yambo. Les transporteurs camerounais peuvent désormais reprendre la traversée de la frontière avec le Nigeria au niveau de Fon. Le pays a en effet ouvert 4 postes de ses frontières stratégiques plus d'1 an et demi après le blocus imposé pour lutter contre la contrebande, mais aussi pour encourager la production locale. La mesure concerne également les portes d'entrée avec le Niger et le Bénin. Si les échanges commerciaux sont devenus possibles, le Nigeria maintient cependant l'interdiction de l'importation sur un certain nombre de produits tels que le riz et la volaille. Cette réouverture partielle va permettre de contrôler l'inflation sur les produits de grande consommation au moment où le pays est entré en récession. La production agricole est soumise à rude épreuve en raison de l'insécurité. Cette décision du gouvernement nigérian de fermer ses frontières en août 2019 a fortement été critiquée par les chefs d'État de la sous-région Afrique de l'Ouest. La levée du blocus intervient après la ratification de la zone de libre-échange continentale africaine par le Nigeria. L'Union européenne suspend son aide budgétaire à l'Éthiopie. L'initiative vise à faire pression sur le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed à trouver une solution définitive au conflit dans la région du Tigré. Cette décision s'inscrit dans le cadre de l'appel des 27 pays de la zone euro à une cessation des hostilités. L'aide de l'Europe à l'Éthiopie est évaluée à 90 millions d'euros. Des fonds destinés essentiellement au développement des liens logistiques, la connexion de l'Éthiopie et ses pays voisins et une partie allouée au secteur de la santé. L'Union européenne conditionne son aide budgétaire par une volonté du gouvernement de garantir aux humanitaires un accès dans la zone du Tigré, l'ouverture d'une enquête sur les allégations de violation des droits humains, le rétablissement du réseau Internet et le libre accès aux médias. La crise qui sévit au Tigré a déjà fait des milliers de morts selon International Crisis Group et poussé plus d'une 60aine de personnes à l'exil vers le Soudan.
En République démocratique du Congo, le gouvernement institue un couvre-feu en nocturne pour lutter contre la propagation du virus après un pic de contamination ces derniers jours. La mesure entre en vigueur ce vendredi dès 21h et dure jusqu'à 5h le lendemain matin. À cette restriction s'ajoute également celle déjà prise comme la fermeture anticipée des écoles pour les vacances de Noël, l'interdiction des cérémonies avant l'enterrement, de même que les rassemblements de plus de 10 personnes. Le gouvernement congolais interdit également les marches publiques, les productions artistiques, les cérémonies festives et les réunions de plus de 10 personnes. D'après le ministère congolais de la Santé, plus de 300 personnes ont été testées positives cette semaine. La capitale Kinshasa demeure l'épicentre de la pandémie. Au total, le pays enregistre plus de 14 000 cas de coronavirus. La maladie a déjà tué près de 350 personnes. Publie reportage dans ce journal, l'Université des Montagnes accueille de nouveaux étudiants pour le compte de l'année académique 2020-2021. La cérémonie s'est déroulée au campus de l'UDM, non loin de Banganté. Reportage. Un nouveau jour se lève à l'Université des Montagnes. Pour le compte de l'année académique 2020-2021, l'institution accueille de nouveaux étudiants. Vous sortez des collèges, parfois même des universités, vous entrez à l'Université des Montagnes, mais vous entrez pour épouser un état d'esprit, une façon de faire. Vous êtes responsable. Vous êtes responsable de créer cet environnement qui est incitatif, qui va ouvrir les portes du futur, qui va faire de vous des hommes capables de changer le monde. C'est ça. Un étudiant de votre âge qui ne rêve pas, eh bien, il a perdu son temps. Ils sont tous en première année, toutes filières et établissements confondus. Ils foulent le campus de Banekane par Baganté dans le département d'Undé pour la première fois. Respect, travail et ponctualité seront les maîtres mots de leur formation à l'Université des Montagnes. Vous êtes là pour être des étoiles qui brillent dans le ciel du Cameroun. Ce que vous devriez faire, c'est d'être discipliné. Et dans cette discipline, il y a 3 choses qui font l'homme. Le respect, le travail, la ponctualité. La cérémonie d'accueil des nouveaux étudiants de l'Université des Montagnes se déroule selon une tradition propre à cette institution. Après la présentation générale de l'UDM, place aux questions des étudiants. J'ai eu à bien écouter les interactions qui se sont faites et ma question est de savoir si dans le personnel de l'UDM, comme M. le Président parlait tout à l'heure des chargés de cours et des maîtres de conférences, professeurs, si ici à l'Université des Montagnes, il existe des avancements de grade pour le personnel. Vous avez dit que les certificats médicaux seront livrés vers le 15 janvier. Maintenant, ma question est, est-ce qu'on va compléter l'inscription le 15 janvier quand les certificats médicaux seront délivrés ou alors il y a une procédure, je sais pas. Sans complexe, les nouveaux inscrits abordent toutes les questions. Ils expriment leur soif du savoir. C'est un esprit d'éveil apprécié à juste titre par le personnel enseignant. Ça a été réellement un plaisir parce que ça nous permet de voir ces nouveaux, ces jeunes qui sont avides de formation. Nous attelons chaque année à les recevoir avec beaucoup d'enthousiasme pour pouvoir leur permettre d'acquérir non seulement des connaissances, des compétences, mais surtout aussi d'en faire des personnes ayant vraiment bénéficiant d'un savoir-être. Créée en 2000, l'Université des Montagnes, c'est 3 établissements. La Faculté des sciences de la santé, la Faculté des sciences de technologie et l'Institut d'études africaines. L'UDM vise le développement quantitatif et qualitatif de l'enseignement, la lutte contre le chômage à travers la professionnalisation de l'enseignement supérieur et l'enracinement culturel de la formation. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain.
Crise dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, le Premier ministre Chief Dr Joseph John Gouté désamorce une bombe. Il y avait déjà des manifestations à l'encontre d'autres communautés installés dans la région du sud-ouest, notamment ceux du nord-ouest, soupçonnés d'être impliqués dans les multiples attaques contre les autorités traditionnelles dans la région du sud-ouest, notamment dans le département du Fako. Et l'un des chefs traditionnels, vous l'avez vu en image, était engagé dans une chasse aux sorcières. Le Premier ministre a dénoncé cette situation, demandant qu'aucun Camerounais ne doit être stigmatisé pour ses origines et qu'il faut un front uni face aux groupes armés séparatistes. Il a tenu à s'entretenir avec le chef en question qui avait été engagé dans cette campagne. Celui-ci a pris l'engagement de mettre un terme à cette chasse aux sorcières et les esprits se sont calmés dans la région du sud-ouest. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel, l'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Bon week-end à vous, Cédric. Je vous souhaite également un bon week-end. Rendez-vous lundi, 20h. Madame, monsieur, dans un instant, la suite. Equinox Soir. Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief, c'est reparti avec Maître Fidèle Djoumbissi du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, Serge Gauthier Onanina du PURS, à côté de lui Léopold Chienjour, journaliste, et à ma gauche, Elie Tchebman. Vous avez suivi cette descente du Premier ministre qui allait pour les questions de Chan, mais il se retrouve en train d'arbitrer, de calmer un peu les ardeurs là-bas, suite à l'assassinat d'un cinquième, il faut le dire comme ça, une cinquième autorité traditionnelle qui tombe dans le cadre de cette crise. 2 dans le nord-ouest, 3 déjà dans le sud-ouest. Alors, Serge Alain, quand vous évoquez les problèmes de chefferie, personnellement, je suis outré. En ce sens que l'invasion de la politique dans nos chefferies a choisi décidément d'écraser toutes nos valeurs. Je me réjouis du geste du Premier ministre John Gouté, qui nous montre là que, en passant, il a dû faire une descente pour faire une réunion qui a pu apaiser le cœur, comme l'a dit tout à l'heure M. Cédric Noufelé. Ça veut donc dire que dans ce pays, si on s'assied, les problèmes peuvent être réglés. Mais permettez-moi, Serge, au moment où vous parlez de ce problème d'une chefferie, je suis très touché au moment où je vais prendre cette parole pour le dire. Je viens d'un village qui s'appelle Bangou. Ah, Bangou encore. Et qui, aux années des indépendances, a payé le prix. Parce que quand on dit que des gens ont été assassinés, c'est ce village qui a payé le plus et le lourd tribut. C'était le camp de concentration à l'époque. Et à la veille des indépendances, il a perdu son chef qui s'est enfui. Et ce chef a passé plusieurs années à l'extérieur. Ce village est resté pendant des années sans chef. Il se fait que depuis le 26 janvier 2018, ce village n'a pas de chef. C'est quand même triste. Et je crois que je profite de l'occasion pour parler au Premier ministre qui pourrait éventuellement m'écouter, lui qui est chef, de dire que frustrer une population pendant 3 ans... C'est du fait de qui? Pourquoi Bangou n'a pas de chef? Je crois que le Premier ministre doit peut-être savoir pourquoi. Parce que si à ce jour, après 3 ans, il n'y a pas un chef dans un village, c'est la mort d'un village. C'est la décision de... Excusez-moi, c'est des émotions. J'ai l'impression qu'on a tué mon village. Et j'ose espérer qu'en parlant ainsi, le Premier ministre aura un coup de cœur en faisant une descente pour libérer un peuple.
Donc, puisqu'il a commencé, j'ose espérer que ce genre de geste, il a l'habitude de le faire au cœur même de la guerre du Nozo. Il a eu le courage de descendre sur le terrain. J'ose espérer qu'il va continuer son pèlerin de descendre pour faire que les guerres s'apaisent et libèrent ce village-là. Ok. Serge Gauthier Onanina, pour vous, c'est la situation des chefs qui payent le lourd tribut, hein, comme je l'ai dit. Ça fait 5 déjà qui sont tombés. 2 dans le nord-ouest et 3 dans le sud-ouest. Pourquoi on en veut, entre guillemets, particulièrement aux chefs, selon vous? Je voudrais d'abord commencer par féliciter l'initiative du Premier ministre. Oui, qui apaise les cœurs, parce que ça aurait été un bain de sang supplémentaire face à un acharnement. Parce que lorsque vous voyez les chefs qui symbolisent non seulement la réserve, la retenue, sortir de leur gants pour vouloir engager une vendetta, c'est qu'ils commencent à estimer que le niveau d'acharnement contre eux devient inquiétant et préoccupant. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que l'aîné l'a dit, il y a une politisation qu'on veut étendre à la chefferie aujourd'hui au point de les embastiller. On a l'impression qu'on est dans un mode de fonctionnement, dans un système de celui qui n'est pas contre moi, qui n'est pas avec moi est contre moi. Et ceux qui les assassinent donc utilisent cette logique. Alors que le chef, sur le principe, est une autorité traditionnelle, gardienne de la tradition et qui a un certain nombre de valeurs qu'il incarne et qui doit perpétuer pour la postérité. On ne peut donc pas lui dicter, puisque tous les enfants du village sont ses enfants a priori, et que ces enfants peuvent avoir des orientations politiques ou idéologiques diverses ou différentes. D'où viendrait donc-il qu'on impose à un chef une manière de voir? J'aurais envie de dire que quand on assassine un chef et qu'on brûle une chefferie, c'est la sacralité de façon complète et totale qu'on est en train d'annuler, de détruire. Vous voyez, parce qu'on a l'impression que ce sont des individus uniquement qu'on assassine. Mais on assassine une symbolique sacrée de façon. Donc à un moment, les chefs, il fallait que le Premier ministre arrive, mais il faut également que ceux qui posent ces actes, qui sont eux-mêmes originaires de traditions fortes, apprennent à respecter celles des autres, en commençant par la leur. Ok. Maître Fidèle Djoubissi, votre lecture par rapport à ces assassinats des autorités traditionnelles dans le nord-ouest et le sud-ouest? Ces assassinats, c'est très grave, Serge, et cela arrive dans un contexte de guerre civile. Parce qu'il faut signaler que la guerre civile sévit dans ces parties de notre pays depuis 2016 et que nous avons tiré la sonnette d'alarme et avons indiqué qu'il ne fallait pas qu'on en arrive là. Et ça, c'est des dégâts collatéraux graves. Et dans une guerre civile, il est toujours possible que le pire arrive parce que dans la guerre civile, rien n'est plus contrôlable. Et à l'occasion de la guerre civile, il y a toujours le règlement de compte. Et il ne faut pas oublier que la chefferie traditionnelle est un lieu de pouvoir. Et que lorsque, dans nos chefferies traditionnelles, lorsqu'un chef décède, il y a toujours les guerres de succession. Et le plus souvent, ceux qui perdent la succession restent toujours dans une position de revanchard ou d'une position de guerre, et que s'ils ont la moindre occasion, ils peuvent éliminer celui qui a pris le dessus sur eux à l'occasion de la compétition. Donc, nous souhaitons qu'il y ait vraiment dialogue. Je suis très heureux que monsieur. Est-ce qu'on devait parler de compétition? C'est pas une question de lignée, là? Oui, non, même dans la lignée, il y a toujours la compétition. Il faut comprendre que dans une chefferie, un chef laisse toujours plusieurs enfants. Et tous les enfants sont chefables, comme on dit, tous les enfants concourent à
à la succession. Oui. Et dans le village, moi je parle parce que rien n'est joué d'avance. Rien n'est joué d'avance. Et le plus souvent, pour ceux qui sont prétendants à la succession, ils ont leurs alliés parmi les notables. Parmi les notables et parmi même les sujets du village, il faut le dire ainsi. Bon, c'est un peu excessif parce que le sujet n'existe pas dans une république, c'est-à-dire parmi les citoyens du village, il y a toujours des clans qui veulent régner à la chefferie. Nous avons vu il y a récemment la bataille de la succession à la chefferie Bandoul. Et nous nous souvenons de cette pièce théâtrale de la succession Wambou-Ndefo. Donc il faut comprendre que c'est un lieu de pouvoir. Et quand l'occasion est donnée, les autres protagonistes peuvent profiter pour régler des comptes. Moi, je dis cela parce que je viens aussi d'une chefferie. Je viens de Banja, où le chef a été tué lors de la guerre de l'indépendance. Et tout simplement, c'était consécutif à la guerre de succession. Donc, des autres qui n'étaient pas d'accord avec celui-là, ils l'ont assassiné, le chef qui s'appelait Ndjumbissier, dont je porte le nom, c'était mon oncle. Donc, il a été assassiné à l'occasion d'une guerre civile où ces protagonistes ont profité pour l'éliminer. Donc, voilà des causes pour lesquelles un chef traditionnel peut être assassiné dans ce genre de contexte. C'est pour ça que nous souhaitons qu'il n'y ait pas de guerre civile et que la guerre civile qui sévit déjà dans ces régions-là, tout peut arriver. Il y a des dégâts collatéraux que nous connaissons déjà, la situation de Gabou, la situation des enfants de Kumba. Donc, dans une guerre civile, nul n'est à l'abri. Donc, nous devons tout faire pour dialoguer et arrêter cette sale guerre. Voilà, les prochains jours, vous qui appartenez à la chefferie Pamendjou, c'est ça? On voit très content. On voit Sa Majesté Soukoudjou. Oui, bien sûr. Comment vous appréciez le sentiment lorsque vous voyez des chefs qui partent comme ça du fait de cette crise? Comme j'ai dit, 5 déjà. Voilà, c'est énorme. Un point. Et comme nous sommes dans cette zone-là, j'ai dit, it is a really sad situation. Parce que lorsque vous voyez ces chefs qui sont les gardiens des valeurs de nos traditions, qui se font tuer comme de vulgaires poulets, franchement, on a c'est-à-dire, c'est indescriptible ce qui est en train de se passer là. Parce qu'en réalité, je crois qu'il faut peut-être qu'on ait le même niveau d'information par rapport à ce qui s'est passé à Bouyala. Alors, avec la situation dans le sud-ouest, il y a un chef traditionnel là-bas qui est un recrue du Bir. Il a le grade d'adjudant, je ne sais pas, du sergent, voilà. Et il doit être le chef d'un village là-bas. Et il a pour surnom Moudja Moudja. Il s'est rendu compte justement, parce qu'on était à au troisième chef tué là-bas, il s'est rendu compte d'abord, il a pensé que ces chefs, les 3 chefs tués, avaient été tués par des populations ressortissantes d'une autre région. C'est pour ça qu'il a décidé justement, il a donné un ultimatum à toutes les populations de cette région-là de quitter le territoire. Et comme le Premier ministre était dans le sud-ouest pour visiter les infrastructures d'achat, il a fait bouillonner, c'est pour ça qu'il est allé calmer la situation. Mais sur le champ, je crois que ce chef en question, justement, a décidé de ne pas mener à bout cette vendetta-là. Donc, pour revenir, ce qui se passe dans ces zones-là, c'est effroyable, parce qu'en venir à prendre des papas, les exécuter de façon lâchement, c'est horrible. Mais je pense quand même que, comme l'a dit Maître, le gouvernement devrait quand même prendre un certain nombre de mesures. Parce qu'il faut dire que ces chefs qui ont été tués payent ce qu'on peut appeler leur allégeance je ne dirais pas au système, mais à la procédure démocratique en cours. Les 3 chefs kidnappés récemment, ils ont été kidnappés parce qu'ils auraient participé à l'élection des conseillers régionaux. C'est le seul? Je parle des 3 qui ont été... Est-ce que c'est les seuls qui ont participé? Ce ne sont pas les seuls. Ce ne sont pas les seuls. Pourquoi seulement eux alors? Mais justement, il faut vous leur poser la question. On est dans un état où des gens agissent, les gens non plus, ils agissent sur l'effet de la drogue et tout ça. Voilà où est-ce qu'on en est. Donc, c'est tout ce qu'on peut dire sur cette affaire-là. C'est assez horrible. C'est dramatique. Ok, sur l'action du Premier ministre, comme j'ai dit à Cédric, on a désamorcé une bombe, hein.
c'est-à-dire stigmatiser des populations d'une autre région. On a eu le Premier ministre, Chief Dr Joseph John Ngouté, a évité le pire. Moi, j'ai envie de dire, comme vous l'avez dit, on a désamorcé la bombe, mais on doit se sentir partout chez soi au Cameroun. On a toujours et surtout son frère qui, lorsqu'il n'est pas avec nous chez nous, est avec nous loin de chez nous. C'est-à-dire qu'il bénéficie d'une hospitalité quelque part. Et il faut toujours y penser à chaque fois qu'il y a une tentative de repli ou de relan identitaire. Ouais. Mais en même temps, lorsque quelqu'un vous accueille chez lui, il faut aussi avoir les civilités, c'est-à-dire que faire un effort d'installer, de continuer à perpétuer le climat harmonieux qui existe. Quand je parle de chez lui ici, je ne veux pas dire que les gens sont forcément d'office propriétaires de quelque chose, mais je veux dire que comme ils sont les premiers occupants de l'espace, il faut que la convivialité qu'on a trouvée continue. Donc, moi, c'est ce que je peux dire. J'ai envie de dire que, même lorsque ce n'est pas souvent sur le plan traditionnel, on a vu cela dans les grandes métropoles où les gens ont rappelé aux autres qu'ils n'étaient pas chez eux et les autres ont indiqué qu'ils y avaient investi et tout. Il est important de toujours savoir que mon papa avait souvent l'habitude de dire si chacun pouvait être une tortue et se déplacer avec sa maison, ce genre de plainte n'existerait plus, puisque dès que vous me le dites, mon investissement, je le mets sur moi et je m'en vais avec au village. Vous êtes effectivement en train de me le faire parce que vous savez que je ne peux pas partir d'ici. Mais n'oubliez pas que vous avez votre frère qui est dans mon village et parfois qui a investi triplement que moi. Bien sûr. Triplement que moi. Donc, au nom de ce frère-là, vous me devez un peu de tolérance. Moi également, je vous dois. Et n'oublions pas que nous sommes dans l'humanité. Okay. Nous sommes des humains. Voilà, on va dire un dernier mot sur la CONAC et ce qui se passe. Maître Djoubissi, où est-ce que vous en êtes avec votre dossier? Oui, nous avons engagé 2 procédures contre la CONAC parce que le rapport de la CONAC à l'égard de la société Congecam s'est révélé un rapport non fondé, un rapport mensonger. Et nous avons poursuivi la CONAC devant le tribunal de première instance de Yaoundé Centre administratif pour diffamation, propagation de fausses nouvelles et injures. Et pour cette procédure, la première, la CONAC a voulu laisser croire qu'elle ne pouvait pas être poursuivie devant un tribunal correctionnel. Et nous avons rappelé les dispositions de l'article 74 du Code pénal, alinéa nouveau, qui indique que les personnes morales peuvent être poursuivies devant le tribunal pénal, sauf l'État et ses démembrements. Et la CONAC a voulu dit quel est un démembrement de l'État. Et nous avons, avec les autres conseils, démontré au tribunal que la CONAC n'est pas un démembrement de l'État, que les seuls démembrements de l'État connus par notre droit positif, c'est la région et la commune. Et qu'un établissement public ou une entreprise publique ne peut pas se prévaloir, être dépositaire du mandat du peuple, dépositaire de la souveraineté du peuple. Et c'est pour ça que le juge a bien fait de rejeter cette demande d'irrecevabilité de notre action. Et la CONAC a fait appel. Nous attendons que la Cour d'appel statue sur cette question. Et la deuxième procédure visait les membres de la CONAC personnellement. Monsieur Dieudonné le président et le membre lui-même qui avait fait les opérations de contrôle au sein de la société. Et cette procédure, ils ont utilisé le même entourloupe pour se voir ne pas être poursuivis, mais nous avons avancé des arguments très forts parce qu'ils voulaient se prévaloir de l'immunité. Il dit que les membres de la CONAC bénéficient de l'immunité de poursuite. Donc
ils ont voulu dire que la CONAC c'est comme les députés, c'est comme les sénateurs, et en s'appuyant sur le décret qui crée la CONAC. Et devant le tribunal, nous avons démontré qu'un décret ne peut pas conférer l'immunité parce que l'immunité est du domaine de la loi. Le juge a mis l'affaire en délibéré, nous attendons la décision. Serge Gauthier Onanina, la CONAC quand même, hein, on apprécie. Oui, malgré tout. Oui, c'est ça la corruption quand même. Parce qu'on voit le nombre de dénonciations, vous avez dit que les Camerounais, il y a quand même cette confiance-là. Il y a une espérance. Voilà, les gens ont espoir à la CONAC. C'est pour ça que j'ai envie de dire aux compatriotes qu'il faut qu'ils continuent à intensifier les dénonciations. Aujourd'hui, grâce aux outils, parce que je pense que ce sont ces outils modernes qui ont permis cette intensification, médias classiques, radio, télé, presse écrite, mais également réseaux sociaux. Il faut que l'article 66 relatif à la déclaration des biens soit appliqué parce qu'il va permettre de lutter contre l'enrichissement illicite. Il faut que cette CONAC ait le courage de s'attaquer aux intouchables, à l'armée, à la justice, aux grandes élites, à ceux qui occupent des positions, des hautes positions de pouvoir lorsqu'ils sont indexés. Il faut que la CONAC travaille en synergie avec d'autres institutions qui ont des compétences et des expertises ou des prérogatives connexes comme la NIF et autres. Et enfin, et pour que cela soit possible, il faut qu'elle ait donc davantage de moyens et de pouvoir parce que c'en est plein. Le président demande plus de moyens. Il faut qu'elle ait, Massigam. Voilà, il faut qu'elle ait plus de moyens à la CONAC. Il faut qu'elle ait davantage de compétences et d'expertise parce qu'on a montré que parfois elle se mêlait les pédales et il faut enfin que le Parlement qui légifère sur la capacité à doter les pouvoirs à une institution en pleine conscience, sauf si nos parlementaires, pour qu'ils aient du respect, voudraient qu'on continue dans un système et un règne de corruption. Le président de la République, vous restez, vous dites qu'il faut dissoudre. Bon, je pense qu'il ne faudrait pas prendre le terme dissolution dans son sens le plus profond. En réalité, je pense que dans le travail qui a été fait par Cameroun Tribune, je crois qu'il faut noter le côté plaidoyer qui a été porté par le patron de la CONAC. Parce que vous voyez, il y a eu d'abord le chapeau et à la fin, il dit on veut plus de moyens. On veut plus de moyens financiers, on veut plus de moyens humains, on veut plus d'instruments juridiques pour donner de la force à cette institution dont personne ne peut douter un seul instant de son importance dans ce pays. Donc je pense que lorsqu'on a fini une émission comme celle-ci, moi en réalité tout ce que je peux dire que dire qu'il faille dissoudre la CONAC, c'est une façon justement de pousser son président jusque dans ses derniers retranchements pour qu'il obtienne son indépendance, pour qu'il obtienne vraiment ce qu'il faut pour que ce soit un véritable organe de contrôle et puis capable d'annihiler ce phénomène de la corruption. Voilà, effectivement, je termine par vous applaudissez quand même, hein, le travail abattu par la CONAC. C'est pas un problème d'applaudissement, Serge. Vous savez, la corruption, c'est un risque qui nous gangrène et qui atteint toute la société camerounaise. Pas seulement toute la société camerounaise, partout, sauf que chez nous, c'est un peu plus grave. Maintenant, comment est-ce qu'on traite les risques? Alors, quand le président demande des moyens, il faut que ce soit précis. Parce que pour tout risque, il y a des mesures de prévention, il y a des mesures de protection. Il a cité quelques-unes tout à l'heure, c'est tout à fait normal. Et quand on traite des risques, il y a des risques pour lesquels on n'y peut rien et on est obligé de transférer ces risques à d'autres qui ont des moyens de faire mieux. C'est pour ça que dans une entreprise, on transfère les risques aux assurances. Pour se dire, au cas où ce serait très grave, les assurances en charge. Donc, la CONAC doit réfléchir plutôt dans quelle mesure essayer de renforcer pour qu'elle soit dans ces termes, parce qu'elle montre une rentabilité en présentant les chiffres. Donc, on doit réfléchir pour l'aider à avancer. Sauf que je ne terminerai pas, Serge, sans revenir sur cette drôle histoire de chefferie. Je suis très choqué parce que... Vous avez envoyé le message au Premier ministre. Je ne parle plus au Premier ministre. Vous parlez à qui? Au président de la République maintenant? Non, je parle aux colons. Ils sont là, ils vous écoutent. Qui ont choisi de casser nos chefferies. Mais ils sont partis. Nos chefferies étaient démocratiques, malgré la monarchie. Parce que dans les chefferies, il faut savoir d'où viennent les chefferies. C'était des guerres.
Et quand on faisait les guerres, on faisait des conquêtes. Chaque chef qui était là avait des notables. Et chaque notable devait faire valoir ses conquêtes pour augmenter la taille du village. Et du coup, le chef était respecté parce que chaque notable avait une population. Il se fait donc que par le jeu démocratique qui nous a été imposé par les colons et que j'appelle aujourd'hui l'aristocratie élective. Parce que regardez bien, aujourd'hui on est 25 millions ou 30 millions. Le jour du vote, on nous dit qu'il y a 3 millions ou 2 millions qui ont voté. Allez, soyons sérieux. Je crois qu'il est temps que nous, Africains, qu'on comprenne que si on perd nos valeurs, on a tendance à nous dire que la Chine n'est pas démocratique, mais c'est le pays le plus puissant. Alors qu'il soit temps de nous dire démocratie élective, on sélectionne des individus qui nous choisissent, ceux qui nous pourrissent la vie. Okay. Merci. Merci Elie Tchopman. Merci à vous Léopold Sendjou. Merci Serge. Il n'y a plus de problème, j'espère. Hein? Non. Merci Serge Gauthier Onanina. Merci Maître. Merci. Merci. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Le rendez-vous, il est pris pour demain 19h. Bonsoir, Bangwa.